sujet EDS depuis maintenant de nombreux mois. Je pense notamment au groupe de travail du Conseil du numérique en santé. Vous êtes nombreux à participer en tant que représentants des fédérations, en tant qu'industriels, en tant qu'innovateurs, représentants d'établissements professionnels de santé, d'usagers et de chercheurs, à participer à ces différents groupes de travail qui permettent vraiment d'alimenter les réflexions et d'alimenter et de produire des livrables concrets pour la mise en œuvre du règlement. Vous avez été nombreux aussi à participer à des groupes de concertation sectoriels sur le sujet de EDS. Alors, des groupes que l'on a nous-mêmes animés ou nos partenaires à NSPDS ou alors des ateliers webinaires ou conférences que vous avez vous-même organisées sur le sujet de l'EDS depuis ces derniers mois et elles sont nombreuses. On vous remercie vraiment de votre engagement à nos côtés pour pouvoir diffuser au maximum les bonnes informations et présenter le règlement. Remercie bien évidemment l'ANS, la plateforme de santé et l'assurance maladie, qui sont aussi aujourd'hui, je crois, connectés et qui sont avec nous depuis le début dans cette aventure. Et les autres collègues aussi des ministères, des autres directions de l'administration centrale, des autres ministères. Je pense notamment à la DGRI, qui est aussi peut-être connectée avec nous aujourd'hui, avec qui on travaille main dans la main depuis de nombreux mois. Bien sûr, l'Agence de l'innovation en santé, la DGOS au sein du ministère et bien d'autres collègues également en interministériel. EDS, c'est important, ça on le sait tous, hein, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est le premier espace sectoriel qui a été voulu par la Commission européenne, qui est le fruit vraiment de travaux préliminaires très importants au niveau de la Commission. Ça fait maintenant plusieurs années hein, que côté DNS, avec l'ensemble de l'interministériel, on suit pas à pas l'avancement de ce texte dans la négociation, dans la rédaction, dans la traduction et maintenant dans la mise en œuvre. C'est vraiment un texte qui est un pilier fondateur d'un acte 2 finalement du numérique en santé, autour évidemment de l'usage primaire des données de santé, mais aussi de l'usage bien sûr secondaire des données pour la recherche, pour l'innovation, pour le pilotage des politiques publiques au niveau national, au niveau européen. On a des échéances qui vont arriver assez rapidement, puisque les premières obligations vont commencer à s'appliquer dès 2027, puis ensuite tous les 2 ans. On va en reparler ensuite. Ça nous a semblé très important de faire ce point trimestriel pour pouvoir suivre l'avancement de la mise en œuvre de ces dispositions qui seront notamment égrenées par des actes d'exécution, on aura l'occasion d'y revenir, et sur lesquels il faudra être, nous tous, fortement mobilisés, puisqu'on va vous présenter le process que la Commission européenne a choisi et qui embarque notamment des consultations publiques. Donc voilà, la dynamique est lancée, elle a été déjà lancée progressivement ces derniers mois. Là, on souhaite vraiment à nouveau accélérer le mouvement. Les travaux sont bel et bien engagés avec vous tous et vraiment merci encore de votre implication à tous. Voilà, on est tous à votre disposition également au-delà de ces comités trimestriels, comme vous le savez, dans les différentes instances du Conseil du numérique en santé et les différentes bilatérales et les autres comités du numérique en santé, mais aussi au-delà. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires et points de vigilance. Évidemment, ils sont tous pris en compte de notre côté. Et du coup, pour faire la transition, du coup, Émilie, je te donne la parole pour faire l'état d'avancement, la présentation de l'avancement des chantiers. Voilà, merci. Merci David. Peut-être Vincent, un mot de notre organisation. Alors, peut-être juste pour redire que ce format, donc on a souhaité réinstaurer un rendez-vous régulier avec l'écosystème. On avait initié la démarche l'année dernière, en fait, en mars 2025. Il nous a fallu le temps pour nous aussi de nous organiser un peu en interne, DNS, avec nos partenaires, en interministériel. On va y revenir. Et du coup, là, on propose ce rendez-vous trimestriel à l'ensemble de l'écosystème, hein, ouvert très, très largement, pour poursuivre cette dynamique. C'est hyper important pour nous, comme l'a évidemment rappelé David. Peut-être juste quelques éléments d'organisation de cet échange, Vincent, Alors, peut-être. effectivement, on est là pour 1 heure et demie en ligne. La séance est enregistrée. On vous demanderait, vu le nombre de personnes, de plutôt privilégier le canal questions et réponses. Il y a un petit onglet avec un logo Q&R pour poster vos commentaires, vos réactions et vos questions. Et on est normalement bien organisé pour pouvoir y répondre autant que possible directement, ce qui enrichira un peu la présentation. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire.
Et je te laisse poursuivre. Ok. Merci Vincent. N'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous avez des questions, c'est aussi un échange qui se veut interactif, bon, bien qu'il soit à distance, qui se veut le plus interactif possible. Peut-être en termes de déroulé de cette réunion, évidemment, c'est la première du genre, donc ça va être un petit peu descendant. Donc, on a un certain nombre de sujets à vous présenter, hein, vous montrer un petit peu l'instantané de là où on en est des travaux pour préparer l'arrivée du règlement. Donc, on s'est organisé en 3 parties. Une première partie un peu globale que je vous présenterai pour présenter le contexte, etc. Une deuxième partie sur concrètement qu'est-ce qui se prépare sur le volet utilisation primaire des données de santé et une dernière partie sur le volet utilisation secondaire des données de santé avec un plan assez classique que ceux qui nous suivent connaissent bien désormais. Peut-être simplement un petit focus un peu général sur qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour vous appliquer ce règlement en France concrètement. Eh bien, il y a un certain nombre d'axes qui sont d'ores et déjà très clairement définis, hein, et qu'on a pu définir grâce aux concertations et grâce aux inputs que vous nous avez fait parvenir. Donc, merci encore. D'abord, et ça, c'est quelque chose qu'on avait tout de suite initié, hein, et même je dirais que le règlement s'inspire aussi du modèle français. Évidemment, pour nous, en France, mon espace santé se trouve au cœur du mécanisme, hein, et au cœur de ce qu'on appelle le service d'accès aux données tel qu'il est prévu dans le règlement. Donc, à la fois du point de vue du citoyen, bien sûr, pour lui permettre d'exercer ses nouveaux droits plus facilement, de manière fluide, gratuite, en ligne, etc. Et puis aussi pour les professionnels de santé, dans la mesure où eh bien, ils vont devoir alimenter, c'est déjà le cas, mais je dirais que le règlement renforce les obligations d'alimentation de mon espace santé en vue de permettre justement la prise en charge transfrontalière du patient. Donc ça, c'est un point extrêmement important de la préparation de l'arrivée du règlement. Deuxième point hyper important également, c'est l'accompagnement des industriels, hein, dans ce nouveau premier pas vers un marché unique des logiciels de dossiers médicaux électroniques. Eh bien, le règlement pose des exigences techniques. Nous, au niveau national, on en pose aussi en lien avec l'ANS. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à combiner facilement ces ensembles de dispositions et à ne pas complexifier vis-à-vis des industriels le paysage réglementaire. Troisième volet important, bien évidemment, un des messages clés du règlement, une des promesses, c'est la simplification et l'accélération des procédures d'accès aux données de santé à des fins de réutilisation, dans un cadre de confiance, évidemment, et avec une gouvernance efficace. Ça, c'est un enjeu, évidemment, que vous avez tous en tête. Et dernier point, j'ai évoqué le cadre de confiance. Ce cadre de confiance, il vaut pour l'ensemble des acteurs de l'utilisation secondaire, hein, évidemment pour le citoyen, bien sûr, avec les droits qui doivent être les leurs, pour les organismes détenteurs de données, hein, qui ont désormais l'obligation de mettre à disposition ces données, et aussi pour les utilisateurs, donc un certain nombre d'enjeux posés pour permettre de garantir cette confiance. Un petit rappel maintenant peut-être de là où on en est d'abord un rappel du calendrier d'application du règlement. Hein. On ne va pas revenir là sur la présentation des grandes lignes du règlement de façon très succincte en tout cas. On part du principe que vous connaissez tous bien le règlement. En tout cas sur les différents jalons. Donc, il y a un premier jalon en mars 2027, un deuxième en mars 2029, un troisième en mars 2031, si on doit retenir les 3 jalons principaux. Donc, c'est un calendrier progressif. On a démarré tôt, hein, ce qui fait qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions non plus, parce qu'on a justement démarré assez tôt. Et que, évidemment, on avait quand même démarré avant même l'arrivée du règlement par les différentes stratégies qu'on avait pu évidemment lancer, nous, sur le numérique en santé, à la DNS et en interministériel, que ce soit la feuille de route du numérique en santé, bien sûr, le volet sécurité du numérique, évidemment aussi, et puis la stratégie IA et données de santé. Donc, tout ceci s'articule, et tous nos travaux, évidemment, s'articulent et se nourrissent des dispositions du règlement et des travaux en cours.
je vous le disais, on a mis un certain temps à revenir vers vous, vers l'écosystème au sens large, parce qu'on a mis en place une gouvernance interne et interministérielle. Et donc, on a mis en place un programme EDS, dont je reparlerai juste après, qui associe l'ensemble des acteurs publics directement impliqués et concernés par la mise en œuvre prochaine du règlement, qui nous aide à préparer les travaux. Donc, ce programme, on vous donne à voir sur la slide suivante, je pense. Donc, c'est Vincent Perrault qui le pilote avec mon appui. Et en fait, c'est la manière dont nous, à la DNS, en interne, on s'est organisé, dont nous, on a identifié les différents chantiers essentiels pour être sûr d'être au rendez-vous dans 4 ans ou dans 3 ans maintenant, puisqu'en gros, le jalon principal, on va dire que c'est mars 2029, même si on a aussi un gros à mars 2031 et un petit à mars 2027. Donc, on a identifié plusieurs chantiers, hein, un chantier évidemment de réforme législative, on va y venir juste après, un chantier de gouvernance et réglementation Union européenne, donc là, on y reviendra aussi, c'est davantage sur les textes en cours encore sur le règlement européen. Un chantier plus national, celui-là, sur la préparation au partage des données, hein, aussi bien pour l'usage primaire que l'usage secondaire. Un chantier gouvernance nationale, c'est-à-dire en gros les futures autorités nationales compétentes prévues par le règlement, comment on les met en route, comment on les fait travailler et comment on fait en sorte qu'elles soient opérationnelles. Et puis des chantiers transverses, qui sont des chantiers liés au financement et à la communication. Je m'étale peut-être pas plus que ça sur ce sujet, mais ça peut vous donner à voir, vous aussi, d'abord, ça vous donne à voir les interlocuteurs DNS en charge des différents chantiers, hein, parce que pendant longtemps, finalement, peut-être j'incarnais, moi, Émilie Passemard, un peu le règlement, et désormais, fort heureusement, c'est vraiment toute l'équipe et toute la DNS qui s'est mobilisée autour de ce règlement, et donc ça peut vous donner davantage de visibilité sur les personnes à contacter aussi si vous avez besoin, si vous avez des questions plus précises. Peut-être avant de poursuivre, un tout petit arrêt sur image sur le chantier législatif qui est important. Vous vous souvenez, on en a parlé pas mal de fois l'année précédente en disant il va nous falloir un véhicule législatif pour adapter le cadre national. Et ce véhicule législatif, eh bien, a priori, on a trouvé un véhicule. Donc, je laisse la parole à Dora, pilote le chantier législatif, pour nous en dire un mot qui est un peu en off à ce stade, mais on voulait quand même vous le partager pour pouvoir vous partager l'avancement de nos travaux sur ce point qui est hyper important. Oui, tout à fait. Donc, on pense avoir identifié un vecteur potentiel pour au moins embarquer les dispositions qui doivent être absolument adaptées en droit français au règlement d'ici fin 2027. Ce vecteur, c'est un nouveau PGL d'ADU qui est en cours d'élaboration. Donc, le DADU, hein, c'est les textes qui visent à adapter les dispositions nationales aux exigences européennes. Donc, c'est un véhicule qui serait quand même assez contraignant et encore une fois, qui pourrait embarquer uniquement les dispositions devant entrer en application pour fin 2027. Donc, en tout cas, on est quand même content d'avoir identifié ce véhicule pour permettre d'avancer sur le volet législatif. Et même si c'est confirmé, pour le coup, ça ne nous dispensera pas d'un deuxième PJL derrière pour compléter avec les dispositions, cette fois, qui entreront en vigueur en 2029 et 2031. Donc, les dispositions qu'on souhaiterait pouvoir embarquer dans ce véhicule, c'est sur l'usage primaire, toutes les dispositions qui concernent mon espace santé. Donc, mon espace santé comme service d'accès aux données uniques pour les citoyens et les professionnels, y compris du coup tout ce qui concerne l'adaptation des droits des personnes et de l'accès des professionnels de santé aux données
qui sont du coup aujourd'hui prévues dans le CSP. Il faut les mettre à jour à la marge eu égard au règlement. Ensuite, il y a l'enjeu de la gouvernance de l'usage primaire concernant la désignation de l'autorité de santé numérique et de l'autorité de surveillance des marchés. Et sur le volet usage secondaire, là encore, la gouvernance, donc la désignation des organismes responsables de l'accès aux données et définir la procédure de désignation des détenteurs de données de santé de confiance. Et du coup, donc c'est vraiment la gouvernance, tant sur l'usage primaire que secondaire, dont le règlement dit qu'il faut que ce soit notifié, finalisé pour mars 2027. En tirant le fil, on pourrait aussi peut-être embarquer quelques enjeux de procédure d'accès aux données sur la partie usage secondaire. Donc tout ça va être sous réserve de confirmation et on vous communiquera plus de détails et d'éléments de calendrier lorsque nous en disposerons. Ok, merci beaucoup Dora. Alors, Aline est en ligne, si tu veux, les travaux européens. ouais. Alors peut-être juste un point avant de passer la parole à Aline Conchon qui suit plus particulièrement les sujets européens et les négociations en cours. Un tout petit point récap sur un petit peu toutes les activités qui sont les nôtres, donc de la DNS et pas que, encore une fois, en collaboration avec nos collègues des autres ministères et avec les différentes parties prenantes. Donc, on a beaucoup d'activités et d'actions, d'animation, on va dire, et de contribution, de recueillir en fait les différentes observations et préparer l'arrivée du règlement. Donc, on a fait beaucoup de choses à l'échelle nationale et on continue de le faire, notamment dans le cadre du GT du CNS, on y reviendra un peu plus tard. Et à l'échelle européenne, on est aussi impliqué en partenariat avec soit la plateforme de santé, soit l'Agence du numérique en santé, soit d'autres organismes dans des projets européens qui nous permettent de préparer aussi l'arrivée du règlement, donc des projets financés par l'Union européenne. Les principaux sont l'XTHR sur l'usage primaire et TEDAS2 sur l'usage secondaire. Et on participe par ailleurs activement, bien sûr, aux instances européennes officielles, comme le e-Health Network, qu'on co-préside actuellement avec la Commission européenne, et bien sûr le comité EDS, qui est chargé de travailler sur les actes d'exécution du règlement. Et c'est là que je passe la parole à Aline, si elle est connectée et si elle peut présenter la slide suivante sur un petit peu l'état des lieux, où on en est sur les négociations en cours. Elle est connectée. Est-ce que le son passe bien pour vous? Super. Merci. Merci à vous et bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, petit point sur la préparation des actes d'exécution européens, puisque le règlement qui est déjà dense, en fait, va être accompagné d'une vingtaine d'actes d'exécution que nous avons, nous, les États membres et la Commission européenne, à prendre d'ici, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, mars 2027. Sur ce tableau-là, vous avez la répartition des actes d'exécution qui vont concerner principalement l'usage primaire, donc une petite dizaine. Ensuite, les actes d'exécution sur l'usage secondaire, une petite dizaine également. Et puis, il y avait un acte d'exécution qui, lui, concernait plus particulièrement la gouvernance, puisque pour le règlement européen, sera mis en place un comité dédié qui s'appellera le Conseil de l'EEDS au niveau européen, où seront représentés les différents États membres et également la Commission européenne. Cet acte-là a été adopté puisque le travail sur les actes d'exécution a déjà commencé depuis quasiment pile un an, puisqu'on avait eu la première réunion en juin 2025. Et on a la chance d'avoir un travail qui est en co-construction aussi au niveau européen, puisqu'on a ici une approche qui a été développée par la Commission européenne, qui est un travail qui permet d'impliquer à la fois les États membres, mais aussi plus globalement l'écosystème dans l'élaboration des actes d'exécution. Donc il y a 3 grandes étapes de travail pour chacun de cette vingtaine d'actes. C'est d'abord un travail de rédaction et d'élaboration du texte, qui se fait là encore d'ailleurs en plusieurs étapes. La Commission européenne nous présente des orientations générales qu'elle a en tête. Par exemple, on peut prendre, parce que là on est vraiment sur un sujet d'actualité, la prochaine réunion de ce comité
étant demain, nous allons pouvoir discuter sur un projet d'orientation générale que la Commission européenne a en tête sur les exigences en matière de qualité de données pour l'usage primaire. Donc, on a déjà cette possibilité à ce moment-là de pouvoir faire part, en tout cas, des préoccupations, mais aussi des lignes d'attention des États membres sur ces questions-là. On a un travail itératif jusqu'à consolider une version d'acte d'exécution qui ensuite est soumise à consultation publique. Donc, il y a cette étape qui est accessible à l'ensemble de l'écosystème où la Commission européenne met publiquement sur un site Internet un draft, un projet d'acte d'exécution pour commentaire et collecte des retours de l'ensemble de l'écosystème. Au niveau de l'équipe qui pilote le chantier ici en France, on fait en sorte de pouvoir informer, notamment, et ça on peut vous y inviter parce que c'est des informations qu'on partage souvent sur LinkedIn, l'ensemble de l'écosystème, des publications, des consultations publiques qui sont ouvertes et sur lesquelles vous pouvez donner vos retours. Et sur la base donc, du travail avec les États membres, de la consultation publique et des retours de l'écosystème, une version finale est proposée pour vote au comité. Donc, je vous disais, le premier vote a eu lieu sur l'acte d'exécution concernant le conseil de l'EEDS. Donc, celui-ci a été adopté. Et vous voyez l'état d'avancement avec les petites cases vertes sur le tableau où on a avancé sur certains actes et puis on commence tout juste les discussions sur d'autres. Donc, on sait qu'on a un chantier très dense qui nous mobilise beaucoup et qui vous mobilise aussi pour ce qui est, en l'occurrence, par exemple, de pouvoir effectivement alimenter des retours lors des consultations publiques. Merci Aline. Du coup, n'hésitez pas, j'en profite, hein, n'hésitez pas en ligne à poser vos questions, vos réactions dans la section Q&R et du coup, On enchaîne, du coup. on enchaîne et on va faire un premier focus du coup sur la préparation de la mise en œuvre du règlement pour l'usage primaire des données de santé, l'usage primaire des données de santé étant comment on utilise les données de santé, notamment dans le cadre d'une prise en charge de soins pour une personne et que l'on va distinguer de la réutilisation des données de santé dans un cadre plus collectif à des finalités de recherche ou d'innovation et qui correspondent à l'usage secondaire. Alors, où est-ce qu'on en est? Peut-être vous redire tout d'abord que le règlement installe une sorte d'édifice à 5 niveaux autour de l'usage primaire des données de santé pour structurer à la fois le marché et à la fois le marché logiciel et à la fois l'usage de ces données de santé au niveau européen avec des droits des citoyens qui sont garantis, des droits d'accès aux données de santé, de contrôle de portabilité, des obligations pour des droits d'accès et des obligations pour les professionnels de santé afin notamment qu'ils puissent consulter facilement et de façon sécurisée les données de santé des citoyens européens qu'ils soignent. Et puis, cela s'articule également autour d'un cadre d'interopérabilité des logiciels métiers, ceux que l'on nomme en France les logiciels de gestion de cabinet pour la médecine générale, en général, ou les spécialistes pour la médecine libérale, je voulais dire, les logiciels de gestion des officines en pharmacie, les DPI dans le secteur hospitalier notamment. Et donc, autour de la terminologie de DME, pour dossier médical électronique, on a un certain nombre d'exigences communes qui sont introduites en matière d'interopérabilité, en matière de sécurité, de traçabilité des données, qui sont introduites pour là aussi avoir un socle commun à l'échelle européenne, un premier socle, une première étape de cadre européen de cadre européen des dossiers médicaux électroniques. Et puis, en toile de fond au cœur, on a là aussi une première étape d'un cadre européen d'interopérabilité avec la mise en place d'un format d'échange de données, un standard qui sera opposable sur un premier périmètre de données de santé. Et on va un petit peu regarder de quoi il s'agit dans un instant. Et puis, enfin, la base de l'infrastructure socle pour échanger ces données à l'échelle européenne, une infrastructure d'échange et sur laquelle on va y revenir, MyHealth@CLU, qui va devenir maintenant obligatoire pour tous les États membres. Donc, on va revenir sur chacun de ces étapes tout de suite.
peut-être commencer par comment ce règlement se traduit en France pour tous les droits qui sont garantis pour les citoyens et en matière d'accès pour les professionnels de santé aux données de santé des usagers. Peut-être commencer par vous dire qu'en France, on a fait le choix, et on l'avait annoncé dès la concertation de l'année dernière, de s'appuyer sur tous les investissements qui ont été faits par le pouvoir public depuis plusieurs années maintenant autour d'une architecture centralisée d'hébergement des données de santé, et on va capitaliser notamment sur les services socles nationaux, ceux que vous connaissez tous, Mon Espace Santé, le DMP, la consultation du DMP pour traduire la mise en place du service d'accès pour les professionnels de santé, l'article 12 du règlement, autour des différentes modalités d'accès au DMP telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'elles évolueront demain, les web services Amélie Pro, ou en tout cas, ou encore lorsque la consultation du DMP est intégrée au sein des logiciels des professionnels de santé, ces ALI, les briques de service pour les échanges transfrontaliers opérés par l'ANS, les briques d'identification nationale de santé pour les patients et les briques d'identification des professionnels de santé, le RPPS et Pro Santé Connect, tous ces éléments, ces briques sur lesquels on investit et on continue encore d'investir dans le cadre du Ségur, des programmes tels que le Ségur du numérique en santé ou encore de SpiConnect ou encore de CARE. On continue de construire dessus pour mettre en œuvre et faciliter au maximum la mise en œuvre des obligations qui vont s'imposer à la fois aux éditeurs et à la fois aux professionnels de santé et aux éditeurs de santé. Voilà en introduction première sur l'architecture globale. Si on regarde un petit peu aujourd'hui où on en est en termes de droits des citoyens qui sont introduits par le règlement européen, largement anticipés par les différents services que j'évoquais à l'instant, et notamment Mon Espace Santé, avec un certain nombre d'obligations qui sont imposées par le règlement européen à l'échelle des 27, qui ont déjà été mises en place, comme l'accès aux données, le droit d'opposition, la restriction d'accès, le téléchargement du dossier, la traçabilité des accès, etc., etc. Il nous reste encore quelques fonctionnalités à mettre en œuvre, notamment la portabilité des données des données pour le patient dans le futur format, la délégation d'accès à un aidant. Là, on est en train d'adapter le cadre législatif en ce moment, et on prépare notamment le cadre législatif pour permettre cette fonctionnalité. Le consentement pour l'accès unitaire par un PS, un professionnel de santé lorsque celui-ci est situé dans un autre État membre que la France, un accès unifié au guichet d'exercice des différents droits, aussi bien pour l'usage primaire et secondaire, qui se fera via Mon Espace Santé, et le déploiement des droits des citoyens, des autres citoyens hors France, qui se le fera via l'infrastructure MyHealth@EU. Donc, on a encore du travail devant nous, mais là aussi, les investissements qui ont été faits et qui continuent d'être faits ont anticipé et commencent à défricher le chemin. Du côté des obligations et des droits qui vont être accordés aux professionnels de santé, là aussi, l'idée était de s'appuyer sur l'existant et sur ce qui était déjà construit pour faciliter les obligations des professionnels de santé et leur éviter là aussi de ce que le règlement aurait pu leur imposer, comme par exemple devoir eux-mêmes développer des portails pour tous les citoyens européens, notamment, ou leur demander de démultiplier ce que l'on avait déjà mis en place dans la gestion des accès, dans la gestion des droits des citoyens à travers Mon Espace Santé. On capitalise là aussi et on évite aux professionnels de santé et aux établissements de porter un certain nombre d'obligations et de coûts afférents. Il nous reste néanmoins encore à faire évoluer cette infrastructure nationale, Mon Espace Santé, le DMP et également ses alliés, pour pouvoir recevoir les données au format européen, EHR-XF, et rendre l'alimentation du DMP encore plus exhaustive qu'elle l'est devenue aujourd'hui, pour en faire le portail d'accès aux données, et enfin développer les cas d'usage transfrontaliers via MyHealth@EU, comme je l'évoquais à l'instant. Maintenant, si on fait un petit focus sur le cadre européen d'interopérabilité et d'obligation pour les DME, ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement. J'évoquais donc là, les diapositives que je vais vous présenter sont un peu l'état à date des travaux au niveau européen. Les textes ne sont pas encore stabilisés et finalisés. L'idée était de ne pas attendre mars 2027 pour vous commencer à
à vous présenter qu'est-ce qu'on appelle le format européen sur un périmètre, un premier périmètre de données, les données d'usage primaire, donc les 5 catégories prioritaires de données de santé, un format qui n'est pas en fait un format d'échange, qui n'est pas un format pour enregistrer et stocker les données, qui est fondé sur un standard technique qui est aujourd'hui considéré comme la référence, nommément le standard FHIR dans sa version R4, et qui va nous permettre de passer dans un nouveau paradigme progressivement, qui n'est plus le paradigme de l'approche documentaire, PDF, figé, monolithique, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, tel qu'on continue encore de le déployer à travers notamment le format CDA, mais plutôt dans un format et dans un paradigme plutôt de ressources, d'unités de données granulaires que l'on peut échanger et plus facilement. J'ai évoqué un premier lot de données concernées, puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer ce format à l'ensemble des données de santé, mais uniquement 6 catégories de données de santé: la synthèse médicale, la e-prescription, la e-dispensation, mais également la lettre de liaison de sortie hospitalière, et enfin les comptes rendus de laboratoire de biologie médicale et l'imagerie, aussi bien dans son volet compte rendu que dans ses images. Cette architecture normative autour de ce futur format est au cœur du dispositif, du cadre d'interopérabilité européen, qui sera un cadre qui va être opposable, qui va rentrer en obligation progressivement et qui va s'articuler autour d'exigences qui vont concerner les logiciels. Donc les exigences, les spécifications de ce format européen vont être prises dans les exigences d'interopérabilité des logiciels de DME. Ça sera ce qui sera défini dans l'article 36 et son acte d'exécution, mais également dans les échanges transfrontaliers, l'article 23, ou encore dans les exigences en matière de portabilité de patients, le fait que on impose à tous les détenteurs, pardon, à tous les professionnels de santé et des exigences de mettre à disposition les données de santé. Demain, on le fera, du coup, comme je l'ai expliqué, via MES et le DMP, et ça sera dans le format européen. Ce format qui reprend dans son acte d'exécution tel qu'il est présenté aujourd'hui des éléments de présentation avec un modèle logique, un modèle métier, des éléments de cardinalité et des éléments de terminologie de référence. La déclinaison technique de ce format se fera, elle, dans un niveau infraréglementaire à travers des guides d'implémentation du format européen qui seront mis en œuvre, détaillés, et notamment portés en France par l'Agence du numérique en santé. Et j'en profite pour laisser peut-être la parole à Thierry Dard, le directeur interopérabilité de l'ANS, pour nous dire un peu l'offre de services déjà sur lequel vous avez déjà commencé à travailler et que vous pourrez proposer d'ores et déjà aujourd'hui. Est-ce que Thierry, tu es en ligne? Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Vincent, merci pour nous avoir laissé une dia sur l'idée que je voulais surtout vous faire passer, c'est que nous, à l'ANS, et côté particulièrement équipe d'interopérabilité, on va vous accompagner à la mise en œuvre de ce règlement et dans ces formats, de ces terminologies au sein des logiciels, au sein des établissements. Ça fait déjà maintenant plus d'un an qu'on prépare toute cette transition, notamment cette transition des documents CTA en documents FHIR et des API dites XDS, API donc utilisées notamment par le DMP, en API qui seront quelque chose assez voisin, on pense aujourd'hui, de MHD, c'est un profil d'IHE, c'est du FHIR, donc on transitionne d'anciens standards vers du FHIR. Et on s'appuie sur des modèles logiques derrière, je ne vais pas détailler ici, mais ces modèles logiques vont aussi nous permettre non seulement de décliner toute la partie européenne, mais aussi derrière de vous indiquer à chaque fois quels sont les liens avec ce qui existe déjà en France et ce que vous avez implémenté dans les logiciels. En parallèle de toutes ces actions-là, on a un certain nombre d'accélérateurs pour implémenter l'interopérabilité. On distribue des terminologies en FHIR. Je ne vais pas détailler, ça c'est le endpoint. Pour ceux qui sont venus au Projectathon de Mars, les industriels comme les établissements, on a testé avec vous cette distribution en FHIR.
On cadre le projectathon de pour l'année prochaine et on espère voir nombreux, tant les établissements d'ailleurs que les industriels. Il y aura bien sûr du Ségur et il y aura aussi du Fire, voire certaines spécifications européennes si elles sont déjà disponibles. On fait évoluer l'espace de test d'interopérabilité. On teste en parallèle plein d'outils de façon à vous mettre à disposition un espace de test qui puisse permettre de tester en continu et de façon simple ces formats européens. On lit de certains groupes, je ne vais pas détailler au niveau européen. Et puis, on a intégré notamment toute la partie Loing sur le serveur de terminologie. On a fait des présentations, bien sûr, plus détaillées de tout ça sur Santexpo. Vous avez le lien ici. Je vous mets les différents liens aussi dans la présentation. Je vous mets aussi une adresse générique où vous pouvez nous joindre si vous avez notamment des idées pour mieux accompagner les établissements et les industriels sur la mise en œuvre de ce règlement et on vous tiendra au courant régulièrement de nos actions. Voilà. Et à bientôt et merci à tous. Merci Vincent de nous avoir laissé un peu de temps. Merci Thierry et donc une actualité à suivre en permanence de votre côté. Le format européen, l'interopérabilité, c'était donc, je l'évoquais tout à l'heure, sont aussi des exigences qui vont s'appliquer à une catégorie de logiciels que l'on appelle les DME. La grande question du moment que à la fois les établissements de santé, les professionnels, mais également les éditeurs se posent et se poseront, c'est est-ce que je suis concerné? Est-ce que je dois changer mon logiciel? Et si oui, quand? Donc, on est encore en milieu du gué du côté des négociations européennes pour définir exactement les critères qui définiront un DME. Ce que vous voyez ici à l'écran, je ne vais pas le repasser dans le détail, mais c'est un premier arbre décisionnel qui permet de savoir si oui ou non les systèmes d'information dont vous seriez maître d'ouvrage ou client ou etc. Rentrent dans les catégories des DME au titre de chapitre 2, chapitre 3 du règlement européen. Et donc, avec cet arbre d'édition, vous pouvez commencer à vous approprier un peu le sujet et y voir clair pour savoir si oui ou non vous allez être concerné. On reviendra dessus lors d'une prochaine édition une fois que ces textes seront plus clairement précisés du côté de l'Europe. Et on voit bien en France que cela va concerner principalement les logiciels de gestion cabinet, les DPI, les LGO, etc. Ce que vous voyez déjà affiché ici. Je vois qu'il y a des questions en même temps. Alors, justement, sur ces logiciels de DME qui sont concernés par l'acte d'exécution à l'article 36, peut-être juste pour vous rappeler une diapo, pour vous rappeler que les exigences qui vont s'imposer à tous les logiciels qui seront mis sur le marché ou qui feront l'objet d'une mise à jour substantielle seront de deux ordres. D'avoir des composants d'interopérabilité communs et d'avoir des composants de journalisation pour tracer les accès des données communs à l'échelle européenne. Et ces deux composants qui feront l'objet d'une auto-certification par le fabricant, par l'éditeur ou son distributeur, etc., qui seront formalisés dans une déclaration auprès de l'Union européenne dans une base de données et qui donneront lieu à l'apposement d'un marquage CE. Les États membres resteront libres de rajouter à cela des exigences européennes et on va y revenir dans un instant. Ça, ce sont un peu pour commencer à bien vous préciser le contour des exigences qui vont s'imposer aux éditeurs et aux logiciels DME. Et on voit arriver donc un paysage global en France, en Europe, pardon, qui va s'articuler autour d'un premier niveau d'exigence européenne, une auto-certification, une sorte de marquage CE allégé au niveau européen, et pour pouvoir accéder au marché, pour pouvoir mettre sur le marché des nouveaux produits ou des produits qui feront l'objet d'une mise à jour substantielle, et puis en complémentarité avec un niveau de conformité nationale
qui restera, notamment les vérifications a priori qui sont aujourd'hui réalisées à la fois par l'ANS ou encore par le CNDA et qui permettront de vérifier que le format européen est correctement localisé, intègre correctement l'INS, intègre correctement les exigences en matière de transactions lorsque l'on regarde l'homologation du CNDA. Et donc, ces exigences resteront et viendront compléter les exigences européennes. Donc, ce qui reste encore devant nous, c'est à finaliser les textes européens qui viennent préciser dans le détail les spécifications, les exigences qui s'appliquent aux différents composants que j'évoquais. Il nous faut également développer le composant d'environnement de test numérique qui sera fourni par l'Union européenne, qui sera opéré en France par l'Agence du numérique en santé, qui permettra à tous les éditeurs de logiciels de venir tester la conformité de leurs produits sur notamment les composants d'interopérabilité, et puis mettre en œuvre une gouvernance stable, pérenne, où les États membres continueront d'avoir leur mot à dire de cette interopérabilité qui viendra progressivement opposable à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle nationale, il nous faudra définir une trajectoire nationale de l'évolution de mon espace santé et de DMP, et puis ensuite également des logiciels des professionnels de santé qui eux aussi verront leur connexion, leur transaction avec le DMP évoluer en fonction pour intégrer ce nouveau cadre d'interopérabilité. Les services de l'ANS aux éditeurs, je l'évoquais tout l'instant, pour les appuyer, les accompagner dans la mise en œuvre de cette conformité. Il nous reste encore à désigner les autorités de santé et les autorités de surveillance de ce nouveau marché de DME et d'articuler correctement aussi ces exigences avec les autres textes européens. Pour cela, pour finir, on lancera très prochainement une doctrine nationale de mise en œuvre du règlement européen. Peut-être pour finir sur l'usage primaire des données de santé, un peu le dernier volet, les échanges transfrontaliers. Et là aussi, je passe la parole à l'Agence du numérique en santé qui va superviser notamment le point de contact national sur ce sujet. Est-ce que, Angélica, tu es bien en ligne et tu prends la parole dessus? Bonjour Vincent, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci d'avoir préparé les slides et de nous avoir laissé quelques minutes pour parler de cette infra. Ma santé à Thieu, qu'est-ce que c'est? C'est une infrastructure qui a été construite à partir de 2017 sur la base de la directive 2011 sur les soins transfrontaliers. Et elle permet de se partager entre professionnels de santé des données de santé des patients qui circulent en Europe. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'un patient se déplace et qu'il a besoin de consulter un professionnel de santé dans un autre État membre que celui où il réside, ces données de santé peuvent l'accompagner et donc contribuer à une meilleure prise en charge pour ce patient. Donc, contrairement à d'autres dispositions de règlement où les choses doivent se construire à partir d'une page blanche, ici, on parle d'une infra qui a commencé à être construite à partir de 2017 de manière pérenne et pour laquelle certains États membres étaient déjà opérationnels avec des services, par exemple le partage des prescriptions médicales électroniques dès 2019. Nous, à l'ANS, nous portons un service national qui permet de se connecter à cette infra, Ma Santé à Thieu. C'est le service qui s'appelle Césali. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Césali. Peut-être même vous avez eu l'occasion de voir certaines de nos démonstrations, par exemple à Santexpo ou ailleurs. Le fait est que il y a des impacts du règlement sur cette infra. Pourquoi? Parce que avant le règlement, les États membres, ils intégraient Ma Santé à Thieu de manière volontaire, donc selon leur niveau de maturité et selon leurs priorités et roadmap nationales. Le périmètre il était aussi assez limité. L'introduction de nouveaux cas d'usage était, on peut le dire, entre nous, assez lente. Et avec le règlement, il y a quand même un calendrier qui s'impose. Donc, à partir de 2029, l'ensemble des 27 États membres devront se connecter à Ma Santé à Thieu, et à commencer par fournir les services de partage de synthèse médicale et des prescriptions, par exemple. Et donc, progressivement, jusqu'en 2031, les 6 catégories prioritaires de données de santé pourront être partagées sur Ma Santé à Thieu. Ici, Vincent a listé quelques articles du règlement qui vont contribuer donc à l'utilisation de ces services par l'ensemble des professionnels de santé en Europe. L'article 11 prévoit donc que lorsque le
patient est lorsque le professionnel de santé qui prend en charge le patient, il est dans un pays tiers, via les services Césalie et l'infra Ma Santé à Thieu, on pourra se connecter, par exemple, à Mon Espace Santé, /DMP, pour récupérer la donnée de ce patient avec son autorisation. Hein. Donc, on parle bien d'un consentement unitaire du patient. On n'autorise pas l'ensemble des professionnels de santé européens à accéder aux données de santé. On n'alimente pas non plus une énorme base de données européennes avec toutes les données de santé des citoyens français. Il s'agit vraiment, patient par patient, consultation par consultation, de donner le consentement et permettre l'accès. Et puis, il y a aussi l'article 7 qui, lui, mérite encore quelques travaux au niveau européen et national pour définir de quelle manière on va permettre aux patients de bénéficier de la portabilité de données. C'est-à-dire que, par exemple, un patient français qui aura été soigné en Allemagne ou dans un autre pays de l'Union européenne pourra récupérer par la suite les données qui auront été produites dans cet autre État membre et le patient pourra donc les rapatrier en France via Ma Santé à Thieu. Ici, Vincent a noté en bas de page que c'est quand même un sujet intéressant à clarifier auprès de tout le monde, auprès de tout l'écosystème. C'est-à-dire que c'est Césalie le point de contact entre l'infrastructure nationale, par exemple mon espace santé, et tous les autres points de contact européens. Donc, on ne va pas demander à tous les industriels français, par exemple, tous les éditeurs de logiciels, de communiquer avec des centaines, voire des milliers d'autres partenaires européens. Il y a bien cet élément-là, ce système-là qui travaille en tant qu'interface pour simplifier les échanges. Donc, ça enlève quand même beaucoup de complexité vis-à-vis des échanges transfrontaliers. Et de la même manière, tous les autres points de contact nationaux européens ne vont pas, par exemple, se connecter au DMP en France, à Mon Espace Santé, pour récupérer les données des citoyens français lorsque celui-ci aura donné son consentement. Donc, il y a bien cet élément au milieu qui est Césalie, qui est le point de contact national français, qui va permettre de tout simplifier. Cela dit, on aura quand même besoin des travaux avec les industriels français, puisque ceux-ci devront quand même implémenter dans leur logiciel métier des API permettant à leur logiciel de communiquer quand même avec Césalie. Donc, je vais accélérer. J'ai vu que Vincent avait préparé aussi un deuxième slide. C'est pour parler de ce qui est en place et de ce qui reste à construire. Je vous ai dit que depuis 2021, Césalie permet aux professionnels de santé en France d'accéder à cette infrastructure Ma Santé à Thieu européenne. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons à l'ensemble des professionnels de santé habilités en France, c'est d'accéder à la synthèse médicale d'un patient étranger qui se trouve sur notre territoire. Donc c'est un lien avec l'article 11. Et par la suite, donc, ce qui reste à faire ici, c'est de nous connecter à Mon Espace Santé pour permettre aux citoyens français de bénéficier aussi de ces services lorsqu'il est, lui, en déplacement dans un autre État membre. Évidemment, aujourd'hui, ce qui est en place, c'est que les professionnels de santé qui utilisent Césalie, qui accèdent donc à Ma Santé à Thieu, ils sont authentifiés via ProSanté Connect. Donc, toute cette partie sécurisation de données, elle est très importante. Elle est déjà en place par défaut, hein, on va dire, tout comme aussi la conformité de Césalie, Mon Espace Santé, au RGPD, c'est important à mentionner. Et on a déjà une API qui est disponible dès aujourd'hui si certains éditeurs présents ici souhaitent la tester. Donc, je vous ai parlé de la connexion à Mon Espace Santé. Ce sont des travaux qui sont déjà en cours entre l'Agence du numérique santé et l'assurance maladie. Donc, d'ici fin 2026, début 2027, cette connexion sera déjà existante. Donc, c'est pour vous montrer qu'on anticipe aussi les impacts du règlement par rapport à cette infra. Et sinon, d'autres activités restent à être menées, à être mises en œuvre par la suite. C'est-à-dire qu'on a les autres catégories de données catégories prioritaires de données de santé qui doivent être implémentées sur Césalie. Il y a aussi le fait que le format européen n'est pas encore connu, comme l'a mentionné, pas encore en tout cas publié et adopté, comme l'a mentionné Vincent. Donc aujourd'hui, on travaille sur un format qui doit évoluer pour être conforme à ce qui sera opposable en Europe. Et puis, au fur et à mesure, continuer de faire les évolutions majeures de l'infrastructure et continuer d'améliorer les services qui est proposé
aux professionnels de santé. Un dernier point qui reste à clarifier est celui aussi lié à la dispensation électronique des médicaments. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec vous par la suite. Je ne sais pas si vous pensez, Vincent, qu'il faut approfondir certains de ces points ou si c'est Non, bon pour merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait partie effectivement encore des chantiers qu'on doit encore travailler, quoi qu'il arrive, et sur lesquels on aura l'occasion de revenir, on pense, à l'automne. Un grand merci pour ta participation et pour la présentation, Angélica. Et donc, on va commencer à répondre dans le chat en parallèle, mais sans plus attendre, la suite qu'on avait prévue, je crois qu'il restait peut-être une diapositive de synthèse sur l'usage primaire. Vous l'aurez compris, on est on est en pleine dans cette première phase du règlement jusqu'en mars prochain, où on va poser toutes les fondations, tous les textes qui vont venir un peu définir les spécifications techniques qui vont être définies dans le cadre des actes d'exécution. Et puis, de l'autre côté, on va élaborer une trajectoire nationale de mise en œuvre, ce que l'on a d'ores et déjà commencé, notamment avec l'assurance maladie et l'ANS, autour de l'évolution et de la trajectoire de mon espace santé et du DMP, ainsi que le service Césali, cette infrastructure nationale que je présentais au tout début, qui est au cœur de la stratégie française et qui va permettre ensuite à tout l'écosystème, aussi bien les éditeurs que les établissements et les professionnels de santé, de venir mettre en œuvre et respecter les obligations du règlement européen. Le cadre juridique et institutionnel, lui aussi, le chantier est lancé et bien en place. Et donc, pour un peu donner du sens et de la lecture à tous ces éléments un peu éparpillés, on devrait publier, mettre en concertation à partir du début du deuxième semestre, on espère dès le mois de juin, une doctrine nationale de mise en œuvre pour venir un peu donner cette lecture globale que l'on vient de vous faire de façon très, très, très synthétique. Et sans plus attendre, je passe la parole à Julie Richard qui va nous parler maintenant de l'usage secondaire. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, là, l'objectif, c'était de faire un focus sur le chapitre 4 du règlement européen, donc on appelle l'utilisation secondaire des données de santé. Et pour ça, on pouvait vous faire un premier focus sur ce que ça veut dire en fait, l'utilisation secondaire, parce qu'on constate aussi beaucoup de confusion souvent voilà. Donc, pour la définition. Ok, merci Vincent. Donc, du coup, quand on parle d'utilisation secondaire, c'est un terme qui est quelque part un petit peu impropre, parce qu'on parle en fait de réutilisation de données existantes. Et les données existantes, ça va bien plus loin que seulement les données des DME ou des données traditionnellement produites au niveau du soin. Donc là, on vous a mis toutes les données visées par le règlement. Donc, on retrouve plein de lieux de production, donc toutes les données issues du soin, hein, donc les DME comme on a parlé, les données liées au statut professionnel, de l'administratif, mais aussi toutes les données OMIC. On retrouve également les données issues de la surveillance sanitaire. Donc là, sont expressément visés tout ce qui est registre, hein, registre de mortalité, registre de santé publique, registre médical, registre de médicaments, mais également ce qui est facteur d'incidence ou facteur pathogène. On a également les données issues de la recherche. Donc là, on cite investigation clinique, cohorte, biobanque, mais évidemment, ça va aussi un petit peu plus loin. Hein, donc les catégories pourraient également évoluer. Et enfin, les données collectées auprès du patient. Donc tout ce qui est relatif au DM, également application de bien-être. Donc on a un périmètre extrêmement large des données qui sont produites et qui peuvent faire l'objet du coup d'une réutilisation. Dans les éléments à avoir en tête également, c'est que dans les données visées par ce chapitre 4, on ne vise pas seulement les données à caractère personnel, mais également les données anonymes, dès lors qu'elles ont un lien avec la santé. Du coup, concrètement, comment ça marche? Les aléas du direct. On retrouve en fait ce qui fonctionne déjà en France, hein, c'est-à-dire que on a un rappel des finalités autorisées, c'est-à-dire que toutes ces données peuvent être utilisées à des fins d'intérêt public, à des fins de recherche, d'élaboration de politiques publiques, par exemple, mais également à des fins d'innovation, de développement, d'entraînement d'algorithmes. Le règlement prévoit également tout ce qui va être interdiction et donc également aligné avec notre cadre national, donc ce qui va être préjudiciable à une personne ou également les finalités de l'utilisation des fins de publicité ou marketing. Donc concrètement, comment ça marche en termes d'acteurs? On a différents rôles prévus dans ce règlement, dans cette nouvelle procédure. On a évidemment en premier le citoyen qui va bénéficier de droits nouveaux,
un droit à l'information, constatation significative sur son état de santé, également un droit de refus à l'utilisation secondaire de ces données de santé. Le citoyen va aussi pouvoir bénéficier d'une transparence renforcée avec un nouveau portail de transparence qui sera centralisé au niveau national et qui va avoir plus d'informations sur les réalisations qui sont faites de ces données, les bases de données qui concernent également. Et donc, il va pouvoir évidemment, in fine, grâce à ce dispositif, bénéficier d'une meilleure prise en charge et grâce aux développements qui sont faits, à la recherche, à l'innovation, permise par la réutilisation de leurs données. Un autre acteur important prévu dans le règlement, c'est ce qu'on appelle un détenteur de données. Donc, un détenteur de données, c'est soit un responsable de traitement en cas de données à caractère personnel, soit une personne qui a une capacité de mettre les données à disposition. Et donc, le détenteur a différents rôles. Tout d'abord, il est soumis à cette obligation de mise à disposition des données de santé. On va y revenir juste après. Et en compensation, il peut recevoir des contreparties avec un mécanisme de redevance qui est prévu. Et qui permet également aussi de protéger ces droits, notamment le droit de propriété intellectuelle et secret des affaires. Les détenteurs de données également soumis à une autre obligation qui est alimenter un catalogue national de métadonnées, donc nous on appelle le répertoire des ensembles de données, le REP. Enfin, il y a évidemment l'utilisateur de données de santé qui, lui, du coup, pourra connaître les données disponibles, faire une demande d'accès via un guichet harmonisé qui va vous présenter juste après, et également qui devra ensuite partager les résultats issus des utilisations via le portail national de transparence. En ce qui concerne les acteurs plus institutionnels relatifs à l'utilisation secondaire des données de santé, on a deux types d'acteurs. On a ce qu'on appelle les organismes responsables d'accès aux données de santé. Donc, nous, dans c'est ORAD, qui ont plusieurs missions, donc, qui vont être capables d'autoriser l'accès aux données de santé, de préparer les jeux de données, informer les citoyens, gérer toute la partie redevance, et également avec des missions de contrôle et de sanctions pour surveiller l'application du règlement. En parallèle de ça, on a un autre rôle qui s'appelle la notion de détenteur de données de confiance. Et là, la mission, ça va être d'accompagner l'ORAD dans l'instruction des demandes et l'autorisation, et également dans la mise à disposition des données de santé. Donc, on va y revenir juste après sur où on en est sur l'application au niveau national de ces principes. Mais pour vous montrer déjà l'articulation qui est prévue par le règlement, c'est la slide suivante. Merci, Vincent. Avec du coup deux procédures qui sont prévues par le règlement. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des procédures qui sont additionnelles à ce qui existe déjà. Donc, tout ce que vous faites en tant que détenteur ou utilisateur de données dans le cadre d'un partenariat avec une contractualisation de type gré à gré sera maintenu. Là, l'idée, c'est qu'on est sur des procédures additionnelles et qui sont harmonisées dans tout l'espace européen des données de santé, donc au niveau européen. Donc, dans ce cas, on a deux types de demandes, soit une demande d'accès, là c'est tout ce qui va cibler des données individuelles, donc pseudonymisées ou anonymisées, et dans ce cas-là, la procédure, c'est un utilisateur qui fait sa demande auprès de l'ORAD, qui lui va aller solliciter les demandes auprès du détenteur, qui va les mettre à disposition auprès de l'environnement sécurisé de l'ORAD, auquel l'utilisateur pourra accéder. Nous, en France, on souhaite d'ores et déjà activer la marge de manœuvre sur les détenteurs de données de confiance, comme je disais, donc leur petit nom, les DDC. Et donc, les DDC auront ce rôle pour appuyer l'ORAD à la fois dans l'évaluation de la demande d'accès, mais également dans la mise à disposition des données d'un environnement de traitement sécurisé. On retrouve le même type de fonctionnement dans la seconde procédure pour la demande de données qui vise cette fois-ci des données agrégées. Et donc là, c'est l'utilisateur qui fait sa demande à l'ORAD avec un appui possible des DDC. Et ensuite, c'est le détenteur ou détenteur de confiance qui transmet directement les données anonymisées à l'utilisateur. Donc là, comme vous le voyez, on est vraiment sur un changement de paradigme où demain, n'importe quel acteur, dans des conditions évidemment sécurisées, avec un contrôle amont, peuvent demain demander accès à l'ensemble de ces données, tout acteur confondu, que ce soit un acteur public, privé, institutionnel. Donc, on est vraiment sur un changement de paradigme, mais un changement aussi de partage des données de santé qui va arriver d'ici pour les premiers types de données de santé. C'est la suivante. Oui, merci. Donc, concrètement,
comme je disais tout à l'heure, on a vraiment la procédure de gré à gré qui va être maintenue. Donc, un accord entre un détenteur et un initiateur sur le partage sera maintenu dans le cadre de la réglementation qui existe déjà, hein, donc DGA, Data Act et également prestation de services, là comme vous le réalisez déjà. Et en parallèle, du coup, cette nouvelle procédure ORAD qui sera applicable à partir de mars 2029 pour certaines données, puis mars 2031 pour d'autres types de données. Et dans ce cas-là, on a vraiment un principe de mise à disposition obligatoire des données de santé avec des délais qui sont encadrés, donc 8 ou 9 mois selon les deux types de procédures, avec un périmètre un petit peu plus restreint par contre, parce que ça vise que les données telles qu'elles existent et donc sans les aménagements pour la propriété intellectuelle et le secret des affaires. Et après, un système de compensation qui est prévu via les redevances. Donc, comment s'y prépare concrètement en France? En tout cas, pour la vision ORAD, on part sur une trajectoire tripartite, hein, et là-dessus, on a fait un gros travail de consultation publique l'été dernier et les retours étaient assez consensuels sur cette répartition. Donc, c'est une répartition sur 3 acteurs. La première, ça sera la plateforme des données de santé avec un rôle vraiment pivot, la mise à disposition de données, donc en charge de réaliser l'autorisation, mais également de mettre les données à disposition, de gérer toute la partie technique, système d'information autour de ce nouveau dispositif. En parallèle, la CNIL, donc là-dessus, c'est garante de la protection des données à caractère personnel, comme elle le fait déjà. Donc, on appuie sur l'instruction des données également avec des missions sanctions relatives à ces missions également. Et également, en tant que coordination, le ministère de la Santé, en tant que ORAD coordinateur, qui du coup pourra accompagner la transformation de ces deux entités. Un point également important pour nous, c'est donc tout ce fonctionnement s'inscrit évidemment dans un cadre de confiance et donc avec plusieurs garanties. La première, c'est vraiment cet examen préalable des demandes d'accès, donc avec une évaluation scientifique et éthique, une protection des données à caractère personnel et des nouveaux examens qui sont prévus par le règlement sur la partie donc, propriété intellectuelle, secret des affaires, mais aussi secret d'État. Et donc là-dessus, on peut maintenir le régime déclaratif, mais en tout cas, ces critères resteront une instruction au niveau national. Un autre élément pour garantir cette confiance, c'est au niveau des données. Les données qui sont partagées, en tout cas les données pseudonymes, ne quittent pas les environnements de traitement sécurisés et ne pourront pas être exportées ensuite auprès de l'utilisateur. Et une fois que le projet est finalisé, les données sont supprimées. Et enfin, et ça c'était un gros point de négociation au niveau du règlement, les données doivent être localisées au niveau de l'Union européenne, hormis décision d'adéquation, mais en tout cas elles ne pourront pas quitter le territoire. Merci Vincent. Et donc concrètement, comment on s'y prépare? On a vraiment 3 volets qui ont été présentés précédemment. Le premier, c'est tout ce qui va être une marge de manœuvre nationale. Donc là, il y a des travaux législatifs qui sont nécessaires pour instruire ces marges de manœuvre. Il y en a par exemple sur le fait de mettre en place des redevances réduites, sur le fait d'étendre certains types de données visées, alors que le périmètre est déjà très large. Donc là-dessus, on a déjà les différentes fiches qu'on a mis en consultation publique sur lesquelles on a collecté vos retours. Et maintenant, on est en train d'identifier des véhicules législatifs pour les introduire. En parallèle de ça, il y a les actes d'exécution de la Commission européenne, comme le rappelait Aline tout à l'heure, avec à la fois l'action conjointe PDAS2 et les actes d'exécution en cours. Et donc, c'est des actes qui sont extrêmement structurants pour notre paysage national, parce qu'il y en a notamment qui vont cibler le fameux répertoire des ensembles de données, sur le label qualité qui sera obligatoire pour toutes les données qui ont fait l'objet d'un financement national ou européen. Il y en aura un également sur le modèle de redevance. Donc, on est évidemment extrêmement vigilant et présent au niveau de l'Europe aussi pour faire porter notre voix nationale évidemment en discussion avec l'ensemble des parties prenantes pour que ça représente la vision France. Et enfin, sur la mise en œuvre opérationnelle, un règlement, c'est quand même d'application immédiate, donc il y a des points qui seront applicables dès mars 2029.
Et là-dessus, on avait déjà anticipé la plupart de ces obligations et lancé une stratégie sur l'utilisation secondaire des données de santé en juillet 2025. Et donc là, c'est une stratégie qui est portée évidemment en interministériel, hein, parce que toutes les choses dont je vous parle, ça implique évidemment la recherche, donc le ministère de la Recherche, les industriels, donc le ministère de l'Économie. Et donc là, on a un copil on se voit plusieurs fois par mois avec donc le ministère de la Recherche, de l'Industrie, l'AIS également, la CNAM, la plateforme des données de santé pour mettre en place cette stratégie et accompagner la préparation de ce règlement, mais également d'autres sujets nationaux sur l'utilisation secondaire des données de santé en 3 ans pour être prêt d'ici mars 2023. Également, pour associer les parties prenantes, cette fois-ci, et vraiment commencer à construire le monde de demain sur l'espace national des données de santé. Cette fois-ci, Vincent disait, il reste des choses à construire. Nous, sur le secondaire, on a beaucoup de choses à construire et il faut qu'on le construise ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a fait évoluer le COMEX du CNS, hein, qui est du coup la suite du post-strat des données de santé pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a identifié, suite aux membres du COMEX et aux propositions des parties prenantes, différents sujets en lien avec l'utilisation secondaire et ils sont très nombreux. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est ici en rose. Donc, il y a la partie vraiment plus régulation, donc clarifier les exigences de sécurité, mettre en place des bonnes pratiques d'évaluation des demandes pour les CSE. Donc, là, on a 2 groupes de travail qui sont actuellement en cours. On en a également sur la partie plus dimension innovation, avec les critères d'interop, standardisation, qualité en préparation du futur label qualité qui existe, qui va arriver aussi. Donc ça, ce groupe de travail également en cours. On a tout un gros volet sur le partenariat contractualisation, parce qu'en parallèle de ce modèle de redevance, il sera évidemment possible de conserver une offre de service pour accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de ces données, notamment. Donc là, on a un travail qui est aussi en cours de lancement, et plus particulièrement sur le règlement européen. Là, on a 4 groupes de travail également en cours. Un sur gouvernance et rôle du règlement européen. Donc là, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait un détenteur de données, à qui ça s'applique? Il y a beaucoup de questions souvent que vous vous posez. Donc le but, c'est de faire des fiches pédagogiques pour essayer en tout cas d'éclairer au maximum et de répondre à vos questions. Donc détenteur de données, détenteur de confiance, utilisateur de données, pour clarifier un petit peu tous ces nouveaux termes qui vont vous concerner. Un groupe de travail qui vise plus la sensibilisation à l'exercice des droits, donc avec différents volets. Il y a la clarification à droit constant de l'information individuelle qui a été lancée par la CNIL. En parallèle, on a un GT porté PDS CNIL sur l'amélioration de l'information au niveau notamment des entrepôts de données de santé sur l'utilisation secondaire des données de santé. Et au prochain semestre, on va lancer un groupe de travail sur ces nouveaux droits qui sont prévus par le règlement européen et toutes les questions que ça soulève, auxquelles vous êtes évidemment tous les bienvenus. On a également un groupe de travail sur les grands enjeux sur le partage de données de santé, donc quelles sont vraiment les bases de données d'intérêt, comment on s'y prépare. Là, on a reçu aussi beaucoup de candidatures. Et enfin, un travail sur les redevances, où il y a l'idée, comme je le disais, c'est qu'il y a des gros actes d'exécution qui vont arriver, notamment sur les redevances, c'est fin d'année. Et il faut prendre une conviction française forte sur le sujet. Donc là, on travaille sur une méthode pour intégrer les coûts fixes dans le modèle de redevance, pour aller convaincre cette fois-ci l'Europe de la pertinence et de la nécessité d'inclure ces coûts fixes. Donc, tous ces éléments sont évidemment publics, ouverts. On va vous mettre le lien dans le chat aussi sur le COMEX du CNS. Et du coup, soit vous pouvez directement candidater à ces groupes de travail, soit vous pouvez aussi suivre les avancements qui seront réalisés, notamment lors des CNS. Donc, on vous a mis aussi ici les dates à avoir en tête pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur les résultats de ces groupes de travail. Merci. Et enfin, donc là, il y a des choses qui sont encore extrêmement théoriques, et c'est normal, c'est parce qu'il faut déjà qu'on désigne nos agences pour qu'on puisse vous présenter ensuite tout le détail des futurs services qui seront disponibles. Mais du coup, d'ores et déjà, ce que vous pouvez faire, c'est d'une part commencer à recenser les bases de données existantes, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez détenteur de données et donc concerné par ce règlement. Encore une fois, c'est un périmètre extrêmement large.
et en parallèle, continuer à suivre les actualités. Donc, on essaie d'être extrêmement transparent sur le site du ministère de la Santé, mais vous pouvez également participer au groupe de travail, comme je vous l'ai présenté. Donc, on va vous remettre tous les liens dans le chat. Merci, Julie. Je ne sais pas si on a du coup d'autres points à partager avant de passer un peu au mot de la fin de notre côté, en tout cas. On peut faire un tour sur les questions en On peut faire un ligne. petit tour, ouais. On y a répondu en partie. Peut-être voir en direct s'il y en a certaines sur lesquelles on peut répondre. Sachant que Ah oui, ça c'est un sujet sur le PJL, simplification de la vie économique. Oui. Alors ça, on va peut-être pas pouvoir répondre sur le siège si ça vous va, parce qu'il faut qu'on regarde. A priori, ça s'articule bien, hein, le PGL Simplif s'articule. Alors, cette disposition-là est en effet un tout petit peu plus, on va dire, exotique. Attends, redéroule, s'il te plaît. Vincent, tu vas trop vite, du coup, j'ai pas pu voir. Ce qu'on a fait déjà. Ouais, c'est l'histoire des 3 mois, là. Celle-là. En tout cas, ce qui est sûr, et on ne l'a peut-être pas assez rappelé, c'est qu'on va maintenir tout ce qui fonctionne en France. Là, c'est un truc plus spécifique qui est en effet dans le PJL, simplification de la vie économique, qui a été adopté par voie d'amendement et qui prévoit en effet cette obligation de mise à disposition dans un délai de 3 mois des données sans autre précision. Donc, son entrée en application est différée, hein, je ne sais pas si vous avez vu, de 18 mois. Donc, on verra dans quelle mesure ça s'articule et peut-être entre-temps, si on a l'autre véhicule PGL d'ADU qui permet peut-être de clarifier. Parce que finalement, ici, cette disposition par amendement, même si dans l'esprit, elle est correcte, dans la mise en œuvre effective, elle nous pose un certain nombre de difficultés. Donc, on espère pouvoir, on va dire, mieux articuler les choses sur ce point précis, hein, sur la disposition que vous mettez dans le chat précisément là, grâce au PGL d'ADU, mais est-ce que le timing correspondra parfaitement ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et ensuite, là... On avait une question autour de Metz, auquel on y a répondu. On en avait une autre sur la formation, auquel j'ai fait un commentaire, si jamais tu veux répondre également, mais je pense que c'est un peu ce qu'on se dit habituellement à ce stade. Et ensuite, moi, l'espace santé sera le principal outil de stratégie nationale, mais qui est prévu pour les systèmes d'information hospitaliers. Comment allons-nous permettre aux éditeurs de santé présents pour la ville, l'hôpital, de basculer vers ces nouveaux standards? Quelle stratégie industrielle et économique? Nos voisins ont l'air de s'être mis en ordre de marche. Oui. Comment comptez-vous utiliser pour rattraper notre retard technologique? Alors, plusieurs questions dans ce commentaire. Peut-être pour commencer à y répondre, il y a d'abord une première partie de la question autour de que se passe-t-il du côté des systèmes d'information hospitaliers. On a un GT du CNS qui est dédié à ces questions sur l'usage primaire. Pour l'instant, il a démarré il y a 3 mois et on fait surtout du suivi des textes européens pour avoir une sorte de réactivité et de comprendre un peu les impacts, les enjeux en temps réel. Une fois, il est prévu pour le 2e semestre 2026 de définir notamment des sous-groupes plus spécifiques d'un côté au système d'information hospitalier pour répondre à tout un tas de questions qu'on a d'ores et déjà identifiées. Quel va être l'impact du règlement européen sur l'urbanisation et sur les SIH en général. Donc, on avancera sur cette construction de la connaissance et de la stratégie à y répondre dans le cadre de ce GT primaire. Pour l'instant, on a des éditeurs de logiciels, mais on invite également les fédérations hospitalières à se joindre à nous et on les embarque par ailleurs dans des points mensuels. Et donc, on espère bien qu'on va avoir une sorte de connaissance et de groupe d'experts sur ce sujet qui va se monter. On fera la même chose avec les sujets relatifs au numérique des SI de ville, aussi bien pour la médecine générale et spécialiste, mais que pour l'officine. Alors, ça, c'est sur l'aspect usage primaire. J'ai l'impression que votre question porte également
sur le lien et la connexion à faire avec l'usage secondaire. Comment est-ce que l'on peut progressivement construire une stratégie de mise à disposition de ces données vers l'usage secondaire. Là aussi, on a commencé avec l'assurance maladie à réfléchir à ce sujet qui sera bien évidemment une étape ultérieure une fois des bases d'interopérabilité avec le nouveau standard FHIR qui sera mis en place. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses et toute la trajectoire, mais c'est un sujet et c'est bien une promesse à la fois du règlement et à la fois de cette bascule technologique vers laquelle on s'oriente et pas certain que tous nos voisins européens soient si en avance sur ce sujet. Pour en discuter régulièrement avec eux, ils partagent un certain nombre de nos difficultés de ce cloisonnement entre l'usage primaire et secondaire des données, notamment. Il y avait une question sur le monitoring d'un dossier médical à distance lors d'un essai clinique. Alors ça, c'est hors du périmètre du règlement. Hein. On est d'accord. Oui, Là, on est hors scope du règlement. Oui. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous apporter de réponse aujourd'hui là-dessus. Voilà, on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. S'il y en a d'autres, on a encore quelques instants de conversation. Mais on peut. Quelques mots pour conclure, du coup, Vincent, je te laisse. Merci. Effectivement, ce qu'il faut retenir de ce premier comité trimestriel et le message qu'on souhaite vraiment vous faire passer, c'est que la dynamique qui était initiée dès la publication du règlement, mais même depuis plus longtemps encore avec les différentes joint actions, TEDAS2 et XTUHR notamment, et autres projets européens, se poursuit. Elle se poursuit en 2026 et elle va continuer de se poursuivre. Comme on vous l'a présenté, voilà, on a commencé à structurer la gouvernance, les travaux, les chantiers à travers les différentes instances. On construit cette connaissance et cette réflexion et ce cadre commun, collectif, autour de nos actifs, on va dire, de nos infrastructures préexistantes que l'on cherche à faire évoluer aussi bien sur l'usage primaire que secondaire. On définit bien les autorités compétentes telles que le règlement nous le demande, mais au-delà de ça, on prépare d'ores et déjà ce que cela impliquera en termes de nouvelles missions et nouvelles activités pour l'ensemble des écosystèmes concernés. On n'oublie pas, bien évidemment, mais on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, l'implication des usagers et des patients dans ce dispositif qu'on avait déjà lancé dès les comités citoyens de 2024, pour lesquels on avait fait un comité citoyen avec des citoyens tirés au sort qui avaient travaillé, qu'on avait enfermé pendant 3 week-ends ou 4 week-ends d'affilée dans des cercles de travaux et qui avaient produit une 50aine de recommandations quant à la mise en œuvre du règlement. Et donc, on a bien prévu à la fois de continuer de suivre la mise en œuvre ou pas de ces recommandations citoyennes et de l'afficher publiquement. On va travailler progressivement sur la création de contenu de transparence sur la mise en œuvre du règlement. Et puis, on continue également d'associer les usagers et les patients en construisant pour eux un certain nombre de modules de webinaires. Ça, pour le coup, c'est la plateforme de notre C'est la PDS qui est à la manœuvre et qui travaille avec eux. Pour élaborer des supports pédagogiques qui sont évidemment la clé, bien sûr, hein, d'une bonne compréhension et d'une confiance dans le système qu'on construira demain. Voilà, et donc prochaine étape pour conclure, une doctrine de mise en œuvre du règlement européen que l'on commencera à mettre en concertation très prochainement, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour faire le lien entre tous ces différents éléments éparpillés et pour définir comment le règlement se met en œuvre concrètement en France, dans le contexte français. Et puis, oui. Pardon Vincent, mais peut-être pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de ce qu'on met nous derrière le mot doctrine, peut-être vous connaissez la doctrine du numérique en santé pour certains d'entre vous, qui est un document un peu copieux, mais en fait l'idée c'est de décliner de façon très opérationnelle ce que prévoit le règlement et la vision dont on le prévoit concrètement. Donc, c'est répondre à toutes vos questions là, que vous avez posées et celles que vous n'avez pas posées. C'est toutes les questions qu'on a pu recueillir dans le cadre de la concertation publique, dans le cadre des échanges qu'on a avec vous très régulièrement. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, concrètement, comment on propose, nous, en France, de décliner très opérationnellement, pour le coup, le règlement. Donc, ce sera un document un petit peu copieux aussi, hein, mécaniquement, mais qui nous paraît vraiment indispensable
pour vous donner à voir justement la politique et la stratégie qu'on propose. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on va mettre en concertation. On pourra recueillir vos retours, vos remarques, vos suggestions, vos idées. On espère que vous en avez. C'est important pour nous. Encore une fois, vous savez bien que l'ADN de la DNS, c'est de ne surtout pas travailler en chambre. Hein. Donc, on essaie vraiment de vous associer, d'associer l'ensemble des acteurs au plus possible. Et ça fait partie des éléments de la discussion. Donc, ce n'est pas une stratégie à proprement parler, hein, ça ne viendra pas tout de suite sur les différentes stratégies qui peuvent avoir lieu. C'est vraiment ce qu'on appelle de la doctrine. Concrètement, comment on décline les choses. Alors, ça, c'est un document qui aura vocation à vivre, hein, qui ne sera pas figé dans le marbre, qui évoluera évidemment. Mais on vous proposera une première ligne de concertation publique. Donc, rapidement, on espère, hein, on est un peu chargé là, donc on essaie de faire au mieux pour que vous puissiez l'avoir rapidement, peut-être au moins une première partie avant l'été. Voilà. Et puis, peut-être aussi dans les agendas, peut-être bloquer d'ores et déjà la journée du 8 octobre. On vous proposera un rendez-vous sur le règlement. On ne sait pas encore quel format précisément, on sait pas encore, on n'a pas encore d'éléments très, très concrets à vous partager, mais peut-être bloquer déjà si vous le souhaitez, et si vous souhaitez avoir un update en présentiel cette fois, autour du règlement et autour on fera des focus évidemment. Donc on organisera un événement de type conférence, en tout cas vraisemblablement ici au ministère. Le 8 octobre prochain, on vous en dira plus dès qu'on aura avancé sur le programme. Merci. Un événement en présentiel qui sera aussi ici sur le site du ministère ici à Paris en complément. Je souligne par ailleurs l'information que Caroline Guillot de la PDS complétait sur les supports pédagogiques pour les UG notamment qui seront en ligne. Elle a répondu dans le chat. Merci Caroline du complément. Et puis une autre information en réponse à une des questions. Le support et le replay seront bien publiés d'ici une petite semaine. Le temps de construire la page qui va et de publier tout ça au maximum une petite semaine sur le site du ministère. Et nous enverrons un message à toutes celles et ceux qui s'étaient inscrits pour vous avertir dès que cela sera fait. Et donc, effectivement, on a conscience que les sujets étaient denses. On a tenu le timing et on a réussi à répondre a priori à beaucoup de questions. Je crois qu'il y avait une toute dernière qui est apparue, et vu qu'il nous reste 4 minutes. Est-ce en lien avec le projet européen qui est financé par l'Europe pour créer des formations sur le HDS? Ça permettrait d'économiser un peu d'argent public. On va laisser la PDS répondre sur ce point, Ouais. puisque c'est la PDS qui a la manœuvre sur Tout ce à fait. sujet. Et simplement, peut-être, donc la prochaine date pour le prochain comité trimestriel, on n'a pas encore complètement arrêté, mais a priori, on va enjamber l'été, a priori. Donc, a priori, ça devrait être en septembre. On vous préviendra évidemment dès qu'on aura aussi là, on verra peut-être le lien d'invitation dès qu'on aura fixé une date. Ben écoutez, merci, un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je vois que votre attention n'a pas fléchi et que vous êtes toujours aussi nombreux en cette fin de réunion. Et du coup, un grand merci à tous ceux qui contribuent au quotidien à ces travaux où il y a des demandes de prise de parole d'un coup. Je vous en prie, il nous reste quelques minutes, sauf si c'était une erreur de main. En tout cas, merci à vous et puis à très bientôt pour la suite de l'aventure du règlement européen. Bonne journée à vous.